faut être à l'aise avec ça et c'est normal. En revanche, c'est trop souvent, on se concentre sur l'acquisition de nouveaux abonnés, de se dire qu'il faut absolument aller chercher des nouvelles personnes, alors qu'on oublie que la fidélisation, c'est ce qui est essentiel. C'est plus au fait vous allez fidéliser, vous attacher aux gens qui sont là au quotidien, non seulement ils vont avoir plus envie de rester, mais surtout, ça sera les meilleurs ambassadrices et ambassadeurs pour parler du média autour de vous. Donc, au lieu d'aller chercher plein de nouvelles personnes, concentrez-vous en fait sur les gens que vous avez déjà, votre communauté, parce que c'est elle qui va vous aider à grandir avec non seulement des gens qui sont intéressés réellement, mais surtout c'est que vous allez les faire rester. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Première pastille actu de la rentrée que j'ai le plaisir de faire avec Marine Doux de Mediane. Bonjour Marine. Bonjour tout le monde. Et c'est un vrai plaisir de te retrouver. C'est la deuxième fois qu'on fait cette pastille actu, tu vois, donc c'est que la première était pas mal. Merci de m'inviter de nouveau alors. Merci à toi. J'espère que tout le monde va bien. Donc, Pastille Actu, on a identifié quelques news qui valaient le coup d'être racontées. Donc, petite revue de presse pour voir un peu les nouveaux usages, nouvelles tendances. Et on s'intéresse cette semaine à un projet sorti en Allemagne qui s'appelle le projet Use the News. Donc, j'ai vu ça sur le fil Twitter de Kéliane Martenon, que tu connais en l'occurrence, Marine. Une très bonne newsletter sur les internets. Exactement, sur les internets. Je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien dans l'épisode. Donc, une newsletter hyper intéressante. En fait, donc c'est un projet qui a été lancé en Allemagne qui associe médias, pouvoir public et chercheurs. Et donc, c'était une étude qui a été réalisée auprès de 1500 jeunes pour comprendre comment cette génération, la fameuse génération Z, s'informe. Donc, interroger pour comprendre quelles informations ils consomment, identifier leurs frustrations vis-à-vis des médias traditionnels et leurs attentes. Donc, tu l'as lu aussi, Marine. Quelques leçons rapidement. Peut-être je lis les highlights, vraiment ce qui est important. Puis tu peux me dire ce que t'en penses. Que sur une même actualité, donc c'est des leçons pour les médias et c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant d'en parler parce que au-delà de cette génération, j'ai l'impression que c'est des leçons un peu de bon sens parfois, mais c'était bien de les synthétiser. Donc pour une même actualité, proposer différents niveaux d'entrée en fonction du niveau de connaissance que l'on a déjà sur le sujet. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que donc vous aussi chez Mediane, vous accompagnez des médias et donc ces différents niveaux d'entrée que tu peux avoir autour d'un article, c'est quelque chose qui est important, que la génération Z particulièrement y est sensible? Surtout en matière de pédagogie, si on est expert d'un sujet, on ne va pas forcément avoir envie qu'on nous parle et en nous réexpliquant tout le temps les termes, mais si on arrive sur un sujet, notamment on peut parler du féminisme, je peux avoir lu énormément de textes, j'ai pas envie qu'on me réexplique forcément la même chose. Au contraire, si j'ai vu passer des choses sur Instagram, sur TikTok, mais je sais pas ce que c'est que l'intersectionnalité, si personne me l'explique, je vais pas savoir. Donc de pouvoir proposer des newsletters ou si je viens d'arriver sur le sujet ou au contraire tel podcast pour creuser un sujet, ça permet d'adapter en fait l'offre éditoriale aux usages et tout simplement aux différents types de publics. Parce que... Donc ça passe par quoi? Ça passe par des petits blocs aller plus loin. Passe par des blocs aller plus loin. Nous on a pas mal parlé dans Mediane, pas mal de médias en fait aujourd'hui ou réservent à la fin de leur revue des ressources pour aller plus loin ou même des mots de vocabulaire. Dire au fait intersectionnalité. De quoi on parle? Un glossaire. Et en fait, on oublie qu'on a besoin d'expliquer les termes. Il y a la même chose en politique. Quand on parle de Matignon, tout le monde ne sait pas ce que c'est que Matignon. Si une première fois tu l'expliques pas ou enfin. Exactement. Il faut pouvoir raconter les choses. Et en fait, trop souvent, on pense que les gens savent forcément le jargon ou au contraire, ne pas hésiter si on sait que la communauté qu'on adresse est spécialisée d'un sujet, de pouvoir utiliser les bons termes et de pas tout le temps réexpliquer. À force de vouloir s'adresser à tout le monde aussi, on s'adresse à personne. Donc, faut adapter le vocabulaire, mais il faut donner aussi en termes de format des ressources pour aller tout simplement plus loin, creuser un sujet, au contraire repartir de la base. Oui,
Et ça peut être à chaque article, on peut avoir des nouveaux lecteurs qui ne connaissent pas, il faut reprendre, il faut avoir ces éléments autour d'un article. Voilà, donc différents niveaux d'entrée en fonction du niveau de connaissance que le visiteur ou le lecteur aura. Deuxième point important souligné par cette étude Use the News, permettre de se désabonner ou de pas voir certains sujets quand on considère que certaines actus sont trop traitées par les médias ou que l'on est déjà suffisamment informé là-dessus. Ça, c'était un truc très net qui sortait et que les médias ne font pas assez. Clairement, il y a un vrai sujet sur de pouvoir en fait personnaliser tout simplement ou un fil d'actualité ou même parfois un rythme de newsletter. Moi, et parfois il y a des newsletters, je les reçois tous les jours. Je ne rêverais que d'une chose, c'est de pouvoir modifier mes préférences et de les recevoir une seule fois par semaine parce que je n'ai pas le temps de les lire tous les jours. Et en plus, le côté frustrant de les voir s'accumuler, de savoir qu'il peut être intéressant, mais que t'as pas le temps. Et c'est très souvent une des raisons du désabonnement, c'est l'effet pile de Le Monde ou du New Yorker. Il y a pas pire qu'en fait un journal qui s'accumule parce qu'à la fin on culpabilise et donc on se désabonne. Et donc à la fois aussi sur certains sujets, je me souviens que cet été avec les Jeux Olympiques, moi j'ai certains amis qui même supprimaient l'entrée sur leur feed Twitter pour faire disparaître le mot-clé parce qu'à la fin non, ils en pouvaient plus, ça les intéressait pas. Ou au contraire, sujet trop traité. Donc c'est pas forcément une envie d'être dans des filtres ou des bulles, etc. C'est juste pouvoir sélectionner des sujets qu'on a trop vus, les enlever pour avoir quelque chose de plus pertinent. Ouais, et plus adapté en fait, tout simplement au temps ou à la disponibilité mentale qu'on a sur le sujet. Très juste. Autre point, éduquer sur la façon dont fonctionnent les médias. Donc ça passe par la vérification des informations, le rôle des correspondants sur le terrain, l'indépendance, la transparence sur les conférences de rédaction. Ça fait suite un peu à cette crise de confiance dont on parle déjà depuis quelques années, mais qui est vraiment bien présente chez les jeunes entre guillemets, cette génération Z qui était interrogée dans l'étude. On sent qu'ils veulent comprendre comment ça fonctionne et personne ne le fait réellement. Alors, on en parlera après, il y a plein d'initiatives quand même qui le font, mais globalement, c'est ce qui ressort sur les médias. En fait, trop souvent, on oublie, et les journalistes ont parfois peur de trop raconter, que ça n'intéresse personne et que ça ennuie, mais en fait, c'est essentiel d'expliquer le métier, comment en fait on va chercher des sources. Non, les sources ne nous payent pas. De devoir raconter en fait ce qui se passe, plus on explique, plus on est transparent, plus en fait les personnes se sentent aussi attachées aux médias. Et donc c'est un effort à faire, ça prend du temps, mais pas mal de médias le font plutôt bien, de raconter en fait la fabrique de l'information. Médiacité le fait très souvent. C'est assez essentiel parce que on oublie que un fossé peut continuer de se creuser entre les citoyens et les journalistes, de façon générale les médias. Et il faut prendre le temps d'expliquer. C'est pas évident pour tout le monde en fait comment fonctionne un média, c'est quoi le travail d'un journaliste. Oui, puisqu'on n'avait pas forcément besoin avant de faire, puisqu'il y avait un côté un peu brillant, statutaire du média, du journaliste, etc. Mais en fait, ça a un peu changé tout ça. On a vraiment besoin de comprendre parce qu'on n'a plus confiance. On n'a plus confiance et il y a même une réelle défiance en fait des médias. Et si on règle pas ça à un moment, ça va continuer en fait de pousser à la polarisation aussi de certains sujets. Et plus on va expliquer, plus aussi on a le moyen d'embarquer en fait les citoyennes et les citoyens dans les rédactions et de les faire participer au processus éditorial. C'est des petits trucs à mettre en place, mais ça se fait facilement déjà en expliquant comment un article a été créé, en glissant des liens sur tiens, telle source on l'a trouvée à tel endroit, ou cette personne a été interrogée de telle façon. Et c'est essentiel de le raconter parce qu'en fait les gens peuvent pas l'imaginer tout seuls, quoi. Non, exactement, faut les aider. Et j'en profite puisque tu citais Médiacité, je sais qu'ils ont fait un appel aux abonnés, ils cherchent encore 2000 abonnés, me semble-t-il, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc je mettrai pareil le lien parce que Médiacité, c'est une belle initiative. On n'en a pas beaucoup parlé à Mediarama, je les ai pas reçus, donc je lance un appel, ça peut être aussi l'occasion de venir. Mais voilà, Médiacité, journaliste d'investigation, cherche des abonnés, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, je mettrai le lien. Autre point, vraiment aussi sorti de l'étude, préférer les faits bruts aux opinions, alors ou au contenu trop éditorialisé. Ça, c'est un point qui était surprenant parce que spontanément, moi, j'ai envie de dire, c'est bien justement d'expliquer et puis d'apporter, alors peut-être pas une opinion, mais vraiment de pourquoi pas de prendre un peu parti. En fait, non, ça, ce qui ressort clairement, c'est qu'ils veulent des faits bruts. En fait, c'est que trop souvent, on a tendance à tout mélanger. Il y a des moments dans la journée où on a besoin d'informations qui sont claires, qui sont factuelles, et on n'a pas forcément envie que la personne nous donne son avis. Et de l'autre côté, si on fait de l'opinion, en fait, on a envie qu'elle se soit claire et incarnée. Moi, il y a des newsletters sur lesquels que je vais suivre parce que je sais que la personne va me donner ses recommandations
à elle, et pas ah tiens on a vu passer tel ou tel événement. Non, je sais que c'est elle qui me dit je vais aller voir tel film, j'ai lu tel livre, ou je vous conseille tel podcast, et là d'autant plus je vais vouloir le suivre. En revanche, quand on m'informe sur quelque chose, j'ai pas du tout envie d'avoir un éditorialiste qui va venir me raconter que telle information, en fait, faut plus la prendre comme ci ou comme ça. Etc. Quoi. Il faut différencier en fait le côté opinion du côté purement informatif, et au contraire, si on est clair sur cette séparation-là, on peut d'autant plus faire de meilleures recommandations quand ces moments sont dédiés en fait. Mais le mélange toi, des genres, c'est presque une question de moment, en tout cas, de moments, de format et d'incarnation. Il y a le moment par exemple où ça peut être le média qui va parler, et à un moment ça va être le journaliste ou la personne qui est en charge de tel ou tel sujet. Et si elle l'incarne, si c'est clair, au contraire. Très clair. Écoute, donc une leçon à tirer encore de cette étude. Amener les contenus pertinents à l'internaute, qui n'ira pas tous les matins, donc on revient un peu sur ce que tu disais sur les moments, qui n'ira pas tous les matins sur un site média par lui-même. Donc en traquant les mots-clés, thèmes des contenus qu'il consulte le plus. Donc c'est vraiment plus du push, on pousse le contenu vers l'utilisateur. Oui, et surtout d'y penser en fait au circuit de l'information. On n'a pas le réflexe, et c'est quelque chose d'assez basique, mais on va pas tous les matins sur lemonde.fr. Certaines personnes le font parce que c'est un réflexe, mais il y a plein de personnes en fait, elles ont besoin d'avoir l'information distribuée directement aux endroits où ils sont. Là, Le Monde le fait bien. Point de contact. La matinale du Monde, ou au contraire telle newsletter qui arrive le matin. Et en fait, ça passe aussi par des événements, des mots-clés, des moments où on n'a pas forcément envie d'avoir la même info au même moment ou sous le même format. Et donc, il faut tout simplement réfléchir aux usages à nouveau. Devrait être la base de toute stratégie, quoi. Et quelque part, c'est ça qui existe depuis longtemps, hein, c'est définir ses personas, les touch points, et puis adapter le format à ce qui est attendu au bon moment, au bon endroit. Exactement. Des leçons classiques, mais c'est important de les rappeler. Ça marche également pour la génération Z. Autre point qui est donc le dernier un peu dans la synthèse, travailler sur la formulation des messages diffusés pour garder un niveau de langage accessible au plus grand nombre. Voilà, donc des mots simples. Alors je veux pas faire non plus le cliché, mais donc il faut parler simplement, pas de jargon technique. Tu disais peut-être comme tout à l'heure Matignon, c'est peut-être aussi une manière d'illustrer. Il faut rester simple. Il faut savoir expliquer, et surtout c'est que selon à nouveau on parlait de persona, mais les cibles et les publics que vous avez, il faut savoir le niveau en fait de langage que vous allez adapter. Nous dans notre newsletter, on s'adresse à des fondateurs et des fondatrices de médias. Il y a des mots qu'on va pouvoir utiliser. Si demain je m'adressais au contraire à un public par exemple plus expérimenté ou moins expérimenté sur tel ou tel sujet, je vais pas utiliser les mêmes mots. Et donc faut savoir aussi expliquer, prendre le temps, raconter, et pas penser que parce qu'on est dans tel ou tel milieu ou tel secteur, forcément les gens savent. Il faut prendre le temps d'expliquer, c'est essentiel. Mais sans faire non plus de faux pas et se tromper, etc. Puisque le risque serait justement d'adapter le langage en se disant tiens je fais le vieux en disant ça, mais on parle en jeune, etc. Et là tu peux vraiment justement bien passer à côté de ce que tu veux faire. Ça peut vite être gênant pour tout le monde. Ça peut vite être gênant pour tout le monde, on est d'accord. Voilà, donc juste je résume les grands points de cette étude qui était hyper intéressante. Donc Use the News, différents niveaux d'entrée en fonction du niveau de connaissance, permettre de se désabonner ou d'enlever certains sujets qu'on a trop vus, l'éducation, enfin vraiment toute la pédagogie autour de comment est fabriqué le média, comment est fabriqué un papier, préférer des faits bruts aux opinions, les contenus pertinents à l'internaute, donc là où il consomme, où est sa concentration quelque part, hein, peu importe le réseau ou le format, et travailler la formulation des messages diffusés avec un niveau de langage accessible au plus grand nombre. Bon, voilà, ça c'est la recette du succès pour Pluka. Exactement. Et donc voilà pour cette news. Comme je disais, je mettrai le lien. C'était donc vers Kéliane Martenon qui relaie cette étude qui a été faite en Allemagne. Et deuxième news de cette pastille, alors qui est presque une bis puisqu'elle rejoint quelque part tout ce qu'on vient de dire. La première conférence de rédaction sur Twitch. Hugo Décrypte, début septembre, qui a tenu sa première conférence de rédaction en direct sur Twitch. Alors pourquoi c'est intéressant? En vrai, c'est pas la première fois qu'on voit une conférence de presse sur Twitch, mais les différences un peu notables, c'est que
généralement là où ça se faisait sur Facebook, sur YouTube, donc avec un visiteur qui regardait, qui était vraiment spectateur. Là, Hugo a vraiment mis en avant l'interactivité en faisant sur Twitch, puisqu'on en parle souvent à ce micro. Pour le coup, Twitch, il y a des outils communautaires, il y a le chat qui réagit, et donc là, il a vraiment sollicité régulièrement l'avis de ses abonnés. Et le deuxième point qui était intéressant, c'est qu'a priori, il va faire ça toutes les semaines. Donc c'était pas l'annonce pour la conférence de rédaction de rentrée. Donc est-ce que lui il a tout compris, les recettes dont on parlait juste précédemment? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette conférence d'Hugo Décrypte? Hugo Travers est quand même assez proche de ses publics, ses audiences. C'est quand même quelque chose, je pense, qui non seulement le tient à cœur, mais qui maîtrise au quotidien avec son équipe. Ce que je trouve intéressant là, c'est justement à quel point ça va maintenant faire partie de son processus éditorial, de donner la parole aussi aux personnes qui le lisent, l'écoutent et partagent au quotidien. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de se dire que ça nourrit en fait l'évolution du média. C'est pas simplement de dire on raconte comme on fait l'information, pourquoi on a choisi tel ou tel sujet, mais ça permet de trouver de nouveaux sujets aussi. Et très souvent en fait, on oublie que c'est pas simplement ouvrir les portes pour faire un effort en fait de transparence, c'est que ça nourrit le travail journalistique, ça permet d'avoir de nouvelles sources et surtout ça permet de comprendre un petit peu plus ses audiences. Il y a pas mal d'initiatives qui se font, là c'est sur Twitch. On peut avoir aussi d'autres types d'outils. Aude Favre, qui est journaliste d'investigation, avait fait ça il y a un an sur un Discord pour notamment faire des enquêtes participatives. Il y a plus de 1000 personnes aujourd'hui qui sont sur son Discord. Là, elle vient de sortir une grosse enquête avec Sylvain Louvet sur le financement des fake news. C'est hyper intéressant de voir en fait que c'est quelque chose qui permet de trouver des sujets aussi et qui permet de donner aussi les armes aux citoyens, de se dire en fait voilà, vous vous posez des questions sur comment on fabrique l'information, vous pouvez aussi vous aussi d'être acteur quelque part. Exactement. Donc il y a plein de façons de faire. Ce que je trouve intéressant là, avec Hugo, c'est qu'il a suffisamment aussi l'audience pour créer un rendez-vous hebdomadaire et finalement peut-être donner un bon exemple à d'autres médias qui parfois ont du mal encore à ouvrir les portes et à se dire qu'il faut ouvrir le processus éditorial et vraiment intégrer les lectrices et les lecteurs. Ouais, après c'est d'autant plus alors pas d'autant plus facile, mais plus facile pour lui qui est né là-dessus avec une communauté qui le suit, dont il comprend les codes parce qu'il c'est un natif. Alors un média qui dirait toutes les semaines je vais faire ça, t'as un vrai risque de t'exposer, que ça parte en sucette, que tu te fasses troller. Tu vois, je pense que c'est dur quand même pour un média ça peut faire peur. De se dire je vais le faire toutes les semaines en direct et demander à la communauté ce qu'ils en pensent des sujets, etc. Ça peut faire peur. Ouais. Ça peut faire peur, mais il y a pas mal de médias aussi qui font venir ces personnes parfois plus jeunes ou au contraire qui ont c'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment une question de culture et de à quel point on est à l'aise ou non dans ces écosystèmes. Là, on a vu que le Parisien venait de faire une place à Mathieu Hennequin, qui est tout juste diplômé du CFJ pour s'occuper de son TikTok, à l'occasion de la présidentielle française. En fait, on peut aussi laisser une place dans les rédactions à des personnes qui sont plus jeunes, qui viennent aussi d'autres milieux, qui ont d'autres connaissances des usages numériques. Et en fait, si on met ces personnes-là avec les outils, on a des super résultats. Et tout d'un coup, on a plus de chances d'écouter ou de regarder un jeune homme qui a 25 ans plutôt que quelqu'un, je sais pas, qui en aurait 40 et qui viendrait vous raconter la vie sur TikTok. Et quand bien même il connaîtrait les codes, etc. Exactement. Il y a quand même côté, on se ressemble, on a les mêmes codes, on est la même génération. Ouais, et donner la chance aussi à d'autres types de parcours. Faut pas attendre d'avoir 40 ans pour se dire, ça y est, je vais pouvoir créer un nouveau produit ou un nouveau projet dans un média traditionnel. Si on laisse pas la place aussi à des gens qui viennent d'ailleurs, on risque de perdre beaucoup de public. Oui, d'avoir un peu un trou dans son audience. Donc félicitations aux Parisiens. Je passe directement à la news 4 parce qu'en fait elle parle un petit peu aussi de ce dont tu parlais. Je voulais parler de la newsletter business Platformer de Casey Newton, dont on a déjà parlé en fait sur Mediarama, qui avait lancé un groupement d'auteurs de newsletters, Side Channel, et qui se retrouvait sur un Discord. J'en parle parce qu'il a sorti un article hyper intéressant qui revient un petit peu sur les résultats de ces 1 an sur Substack. Voilà, c'est le son. C'est un auteur qui est reconnu, qui bénéficiait déjà d'une petite notoriété, donc je suis pas sûr que ce soit le plus représentatif, mais en tout cas c'était assez intéressant. Donc
pour lui, vraiment, c'est un business de coûts, des hits comme il dit. C'est-à-dire que pour que ça marche sur son Substack, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il génère des abonnés quand il sort des gros papiers, avec une investigation. En dehors de ça, s'il fait des papiers classiques, des interviews, etc., c'est assez flat en termes d'abonnés. Ça, t'as déjà vu ça, toi qui as aussi une newsletter. Alors vous n'êtes pas sur de l'investigation du journalisme, mais ça. Oui, tu le comprends. Après, c'est assez classique. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un réflexe journalistique de se dire il faut absolument avoir notamment dans le cas de Casey Newton, des gros noms de la tech. Il faut avoir Zuckerberg, il faut avoir telle ou telle fondatrice dans la tech. Et en fait, ça ennuie les gens. Et ce que je trouvais génial dans cet article, c'est qu'il disait, mais en fait, les interviews des géants de la tech vous ennuient. Il le dit clairement. Il le dit clairement. Et en fait, c'est que trop souvent, on a ce réflexe journalistique de dire, il faut aller chercher des grands noms, il faut aller chercher des personnes qui ont une vision, un regard sur tel ou tel sujet. Alors que très souvent, selon le public que vous visez ou la thématique que vous avez, ils ont pas envie d'avoir ces grands noms-là, ça les ennuie. Nous, dans les éditeurs de Mediane, je vois que les articles qui intéressent le plus, c'est pas quand on parle du New York Times, du Guardian ou du Monde, c'est quand on va parler de médias qui sont moins connus mais qui sont reconnus dans leur domaine, que ce soit la Déferlante, les Others, ou quand on parle du Go Decrypt, ça intéresse plus parce que c'est des médias aussi qui sont moins exposés, dont on parle moins au quotidien, et donc ça va susciter plus de curiosité et d'intérêt. Ouais, et puis il y a peut-être moins de langue de bois, il y a peut-être moins de choses politiques, etc. T'es plus dans le vrai, dans le learnings, etc. Exactement. T'as un Mark Zuckerberg, c'est quand même très policé, quoi. Ce qu'il va dire, c'est préparé, il y a des PR, il va pas te sortir de... Et il y a ça aussi pour les médias, en fait. C'est-à-dire que quand on s'adresse uniquement aux grands médias généralistes, et c'est normal, c'est une com qui est maîtrisée, mais ça doit passer par le service de presse, ça doit être validé, survalidé, et donc forcément, c'est parfois un petit peu moins intéressant parce que le message est très politique. Ouais. Voilà. Donc t'es content d'avoir un beau nom, c'est joli, mais effectivement t'auras peut-être un peu moins de contenu. Son deuxième enseignement au bout d'un an, c'est que le churn, donc l'attrition, le taux de désabonnement est réel. C'est-à-dire qu'il perd, donc là toujours sur Substack dont on parle, il perd 3-4% de ses abonnés par mois. Et donc pour grossir, il faut remplacer à chaque fois donc ses abonnés. Ce qu'il dit, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a seulement un petit pourcentage de ses abonnés doit s'abonner pour que ce soit viable, parce que c'est un business où il est tout seul, donc il n'a pas besoin d'énormément d'abonnés, donc très vite ça peut devenir rentable, mais le churn est réel, donc avec cette nécessité d'avoir des exclusivités, ces hits comme il dit, des articles vraiment où il aura fait une enquête, etc. Bon, ça c'est le churn, c'était quand même intéressant, même avec un grand nom comme lui, t'as quand même des gens qui se désabonnent en permanence, quoi. Oui, et ça, faut être à l'aise avec ça et c'est normal. En revanche, c'est trop souvent, on se concentre sur l'acquisition de nouveaux abonnés et de se dire il faut absolument aller chercher des nouvelles personnes, alors qu'on oublie que la fidélisation, c'est ce qui est essentiel. C'est plus au fait vous allez fidéliser, vous attacher aux gens qui sont là au quotidien, non seulement ils vont avoir plus envie de rester, mais surtout ça sera les meilleures ambassadrices et ambassadeurs pour parler du média autour de vous. Donc au lieu d'aller chercher plein de nouvelles personnes, concentrez-vous en fait sur les gens que vous avez déjà, votre communauté, parce que c'est elle qui va vous aider à grandir avec non seulement des gens qui sont intéressés réellement, mais surtout c'est que vous allez les faire rester. Ouais, donc autant de moyens à mettre sur la fidélisation que sur l'acquisition. Voilà, ça c'est important. Après donc lui 3-4% son taux de churn. Autre enseignement, c'est qu'il a converti moins de ses lecteurs gratuits qu'il pensait qu'il le ferait. Grosso modo, Substack lui avait dit qu'il aurait 10%. Alors, j'imagine bien le discours, je les vois bien, que 10% de son audience se transformerait. En réalité, il est plus proche des 5%. Donc voilà, je trouvais assez intéressant d'avoir ce chiffre en tête. Sur 100 lecteurs, il a réussi à en convertir 5. Faut toujours être pessimiste sur ces chiffres-là. Voilà, et pas écouter les boîtes qui ont un intérêt, puisque forcément il s'est mis sur la plateforme et Substack gagne un peu. Et pour lui, donc son dernier enseignement qui était vraiment peut-être un des plus importants, c'est que on en avait parlé avec Side Channel, ils ont créé un Discord avec je sais plus, je crois que c'est 7 ou 8 autres auteurs, et qui dit que ça a été assez énorme, superpower que pour les journalistes et cette communauté. T'en parlais tout à l'heure justement de Discord et cette capacité. Lui, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est que ça lui ramène plus de sources, des idées d'articles, des félicitations, et ça fait toujours un peu chaud au cœur. Ça fait du bien parfois. Forcément, mais donc vraiment encore une fois, et là c'est pas la génération Z, etc. C'est vraiment toujours le côté communauté, être en lien direct avec sa communauté. C'est que du
que du bénéfice. Trop souvent, en fait, on oublie que si les gens vous lisent ou vous écoutent, c'est aussi parce qu'ils sont intéressés par ce que vous racontez, quoi. Et trop souvent, on a voulu faire des grandes séparations et ériger des murs. La communauté et même le fait d'adhérer à un sujet, à un média, un auteur, plus vous allez donner des clés, mais ça n'intéressera pas tout le monde et c'est ok, hein, mais à des cercles plus restreints. Il y a de plus en plus de médias qui lancent ça, que ce soit aux États-Unis ou en France, mais des systèmes de clubs, de dire si vous êtes encore plus fan de tout ça et que vous avez envie de pouvoir accéder à certains types de contenus, nous rencontrer, passer du temps avec nous, il faut donner accès en fait à ces publics-là. Et ça n'intéressera pas tout le monde, mais ces gens que vous allez pouvoir fédérer autour de vous, à partir du moment où vous allez les laisser rentrer un petit peu, mais c'est tout bénef à la fois pour vous et pour eux, donc au contraire. Et c'est un bon modèle économique aussi, il faut le rappeler. Très bon modèle économique, quoi. C'est le modèle économique lancé par Tortoise, qui est un média britannique qui s'intéresse pas mal notamment à ce qu'on appelle le slow journalism, mais qui est vraiment on prend le temps pour raconter de l'information. Ils sont lancés en 2018 avec le modèle de l'adhésion. Aujourd'hui, ils ont 130 000 membres, donc à la fois des membres payants, mais aussi les membres qui sont en période d'essai. Et chaque semaine, notamment le mardi, ils ont ce format d'événement, les Think-In, où en fait, venez pas seulement poser des questions à la rédaction, mais venez proposer vos sujets. Ouais. Et ça marche énormément de pouvoir dire, on n'est pas juste là, vous n'êtes pas juste là dans une position de question et de je vais lever la main pour dire ça j'ai pas compris, mais dire moi je suis lectrice, lecteur, j'ai un avis à donner, je pense ça, vous devriez peut-être aller regarder ici ou plutôt vous intéresser à tel sujet. Et c'est riche pour tout le monde, en fait. Ouais. Puis pour moi, après, ça permet aussi sur la diversification. Tu peux faire bien d'autres choses. On en parlait avec Magma, qui a un Slack aussi. Donc, on parle de Discord, parce que Discord sort souvent, hein. J'ai aussi noté cette semaine, ils ont levé alors c'est plus une info business, mais levé 500 millions de dollars sur une valo de 15 milliards. Discord, pour moi, c'était le truc un peu geek, il y a encore quelques années, où pour retrouver ses potes, pour remplacer TeamSpeak, c'est devenu quelque chose d'assez central, Discord. Je pense que ça peut aller, on aura l'occasion d'en reparler, mais entre les Slack, Teams, Workplace, je pense que Discord a un vrai coup à jouer en outil central, notamment pour les communautés de l'extérieur. Voilà pour les grosses news. Après, j'ai noté quelques petites news qui est assez intéressantes, notamment sur ce que j'appelle le mercato des podcasts et des newsletters. HotPod, donc une newsletter US assez connue par le journaliste Nicolas Quoy, a été acquise par The Verge. Et en France, La Poudre, podcast féministe, qui a été acquis par Spotify, qui a annoncé là aussi cette semaine énormément de nouveaux podcasts, des programmes originaux, des podcasts vidéo. Donc Spotify continue ses emplettes et son initiative dans les podcasts. C'est assez intéressant les mouvements que peut faire Spotify en France, même si on sait toujours pas officiellement le nombre de milliers ou de millions d'abonnés il y a sur le marché français. Ça pose aussi la question de potentiellement à terme l'uniformisation des formats. Forcément, plus on va sur ces types de plateformes-là, est-ce que ça a un impact sur la production éditoriale, sur les modes de diffusion, sur l'accessibilité aussi de ces plateformes-là? Donc, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Faudra voir comment ça évolue sur les prochains mois, voire prochaines années. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce serait à la fois rigolo, mais enfin rire jaune plutôt, de revenir un peu en arrière et de perdre cette liberté qui était justement le podcast. Tu fais un peu ce que tu veux en termes de format, de ton, etc. à quelque chose de peut-être voilà des 52 minutes, les trucs qui sont très télé, etc. Donc ça, effectivement, c'est une remarque intéressante. Je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. Plus les abonnements payants, ce qu'il va y avoir. Donc je pense qu'on n'a pas fini de parler de podcast et Spotify. En tout cas, voilà, ils continuent un peu leur marché avec ces acquisitions. Donc voilà, c'était des exemples isolés, mais de contenu historique, newsletter, podcast, qui témoignent de ces mouvements. Plus anecdotique, Wirecutter, qui passe derrière un abonnement du New York Times. Donc ça continue New York Times avec la diversification des marques au profit de la marque mère. C'est ce mouvement que je trouve intéressant, c'est que des choses qui étaient gratuites par ailleurs passent derrière ce paywall, viennent enrichir l'offre, et c'est une raison de plus de s'abonner au New York Times pour ceux qui le veulent. Ça te parle un peu ce genre de news, sur la monétisation, sur passer derrière des paywalls? Ce que je trouve intéressant aussi, là il y aurait pas mal de sujets sur la question du New York Times et cette capacité justement à mettre derrière un paywall pas mal de choses et de multiplier en fait les raisons de s'abonner, mais aussi le côté serviciel.
Trop souvent, en fait, on oublie qu'un abonnement, c'est pas juste un soutien, c'est pas juste pour accès à l'information, mais c'est quel type de service on vous rend. Et ce que je trouve intéressant, c'est de plus en plus de médias assument ce côté, mais comme le New York Times sur toutes les questions de la nourriture et des recettes, New York Times Cooking. Exactement. C'est passionnant de voir à quel point, moi, à chaque fois, j'hésite à m'abonner au New York Times pour me dire, mais en fait, j'ai juste envie d'accéder à telle recette, et donc je vais finir par m'abonner. Mais c'est assez intéressant de voir ce mouvement-là et de se dire quel type de service mon audience a besoin, et donc quel type de produit je vais imaginer. Pas mal de médias font ça aussi en France, pas forcément sur de l'abonnement numérique. Les Others, là, vient de sortir une carte papier très concrète pour partir à l'aventure en France, pour avoir les chemins vélo, les chemins rando. C'est une carte papier qui est à commander. Moi, j'ai toujours rêvé de me dire tiens, où est-ce que je pars cet été en France en randonnée, mais je connais pas mon niveau, je connais pas le matériel. C'est finalement très serviciel. Je vais pas prendre une carte IGN ou une carte Michelin ou je ne sais quoi, mais je vais pouvoir prendre cette carte-là et me dire ok, là en fait les Others me rend ce service-là. Et je trouve qu'on oublie trop souvent que le média rend un service. Ouais, t'as raison, mais je pense que ça a été un peu tabou, peut-être à un certain moment, et tu vois, notamment, Exactement. alors c'est vraiment un point de détail, mais sur les histoires de subventions du FSDP, de la DGMI, que les médias connaissent bien, tout ce qui est service est interdit, tu vois, c'est pas dans la doctrine, comme si c'était quelque chose un peu de sale. C'est très sale, voilà. C'est très très sale. Or, on réalise, comme tu dis, ça rend service, et j'aime bien cette phrase, tu vois, un média peut te rendre service, donc qu'est-ce qu'on peut faire autour de nos contenus qui peut avoir du sens et qui est pas juste se dire, tiens, on va aller faire de l'argent, ça rend service. Donc, ça rend service, et même je pense que nous on parle très souvent de produit éditorial chez Mediane, on dit c'est pas un gros mot, c'est pas sale. Pendant très longtemps on achetait aussi son quotidien tous les jours pour avoir la météo, le programme télé, les horoscopes. En fait il faut savoir revenir parfois à des choses simples. On ne vous achètera pas que pour ça, on ne s'abonnera pas que pour ça, mais c'est le petit plus qui va faire que vous allez déclencher un abonnement. Exactement. Donc ces services, je trouvais ça intéressant. Autre news, rien à voir. Instagram et son influence néfaste sur les jeunes et les ados. Donc ça, c'est un article qui m'avait fait, que j'ai vu, qui me faisait réagir. Alors, on le savait déjà. Enfin, je pense que tout le monde sent quelque part que ça peut avoir un effet négatif sur l'estime de soi, notamment chez les adolescents. Cette période vraiment qui est compliquée par rapport à l'image que renvoient les autres. Mais là, en fait, des documents internes à l'entreprise, donc issus de leur propre recherche, montrent que l'utilisation du réseau social a des effets négatifs sur une partie non négligeable de ses utilisateurs les plus jeunes, et notamment chez les filles. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que n'importe quelle personne, mais notamment femme, passe un peu de temps sur Instagram. Quand on coupe le téléphone, on se sent pas toujours très bien, quoi, en termes de modèles, d'images qu'on nous montre, de réussite, de beauté, des modèles qui vont toujours être aussi très blancs, très minces. C'est des modèles qui peuvent très vite vous faire vous sentir mal en termes de santé mentale, mais aussi en termes de tout simplement d'univers dans lequel vous vous situez. Donc forcément c'est un point de vigilance à avoir. De plus en plus de médias essayent aussi de changer un petit peu les choses. Je vois le travail que peut faire Tapage, donc qui est le média de My Little Paris, notamment sur Instagram, de montrer d'autres types de beauté. Pareil, ils ont Boldy, qui est leur média plus beauté de My Little Paris sur Instagram et aussi sur TikTok. Ils essayent de raconter d'autres histoires, de montrer d'autres types de corps, d'autres types aussi de personnalité. Et ça, je pense que Instagram, de par sa création, on va dire, son c'est univers dans son technique, ADN, quoi. c'est ça. C'est quand même très sur le beau, l'image, Exactement. les filtres, et on peut travailler montrer quelque chose le de très beau travaillé. Ouais. Donc je pense que c'est le rôle aussi des médias, en termes de positionnement, de raconter d'autres histoires, de montrer d'autres formes aussi tout simplement d'histoire, en fait, de montrer d'autres personnes, d'autres formes de beauté. Ou moins utiliser Instagram. Ça c'est bien aussi, juste couper votre téléphone parfois. Voilà. Ou sinon aller en Chine, ou TikTok, la version chinoise de TikTok, Douyin, qui est limitée maintenant à 40 minutes par jour pour les jeunes. Ça limite forcément, ça fait à la fois peur de se dire mais on passe pas 40 minutes sur n'importe quel réseau social, mais en fait quand vous regardez vos statistiques d'utilisation sur votre téléphone, ça fait très vite très très peur. Et en fait ce qui fait peur aussi, c'est de se dire que c'est l'État qui te le bloque, et en même temps quand on lit ces études, on se dit que c'est peut-être pas si con que ça au final. De bloquer. Alors non, je vais pas entrer dans la censure, parce que j'étais très partagé là-dessus. Ouais. Évidemment, je pense que c'est bien pour la santé des gens de limiter ça. Après, est-ce qu'il faut vraiment le bloquer comme ils le font? Ça, c'est la Chine. Mais en tout cas, il y a quand même un sujet, tu vois, de cette dépendance et donc de cette santé mentale, l'influence qu'il peut y avoir de ces réseaux.
Je pense que oui, il y a forcément un sujet de censure et d'arbitraire, mais plus on peut s'éduquer nous-mêmes à se dire que il y a des choses dans la vraie vie qui existent ailleurs et que tout ce qui est numérique, en fait, c'est pas, il y a d'autres choses. On peut sortir, voir les gens, et ça c'est fait qu'une plus de bien. facette, quoi. Exactement. News, voilà, qui m'avait intéressé, alors qui est plus un peu business. Mailchimp, qui a été racheté par Intuit. Alors, Intuit est pas forcément hyper connu, mais c'est l'éditeur de logiciel de QuickBooks, qui est une petite suite de compta. Je trouvais ça intéressant parce que, Mailchimp, on en parle quand même beaucoup. C'est beaucoup utilisé. Je sais pas si vous l'utilisez, vous, pour Median. Si on l'utilise au quotidien pour Median, on regarde toujours pas mal de médias avec lesquels on travaille, utilise aussi d'autres types de ressources comme Review ou comme Mailjet. Ouais. Mais forcément, ça pose toujours en fait des questions à la fois de possibilités d'usage sur la plateforme, des coûts aussi qu'il y a derrière, et de la liberté un petit peu, on va dire, éditoriale, créative et technique qu'on peut avoir sur ce type de plateforme. Donc, nous, on regarde toujours si on peut bouger ailleurs, voir les autres façons de tester aussi, tout simplement, parce que il n'y a pas un seul. Et donc là, ça sera l'occasion. Pour moi, voilà, mon sentiment, c'est qu'ils vont développer leur offre vers les PME. Ils s'éloignent peut-être un peu de la creators economy, tu vois, versus un Substack. On aurait pu penser qu'ils allaient plus là-dessus. Mais non, donc ça va être peut-être plus sur les PME. À suivre l'évolution. On a parlé de Platformer, de Casey Newton, le Mercato, de Wirecutter. Est-ce que toi, de ton côté, tu avais quelques news que tu voulais, un peu chaudes, que tu voulais signaler dans cette pastille actu? Voilà, on en parle, donc je le réserve pour ici. On a le 2e numéro, nous, d'une revue qu'on a créée qui s'appelle Pays, qui est une revue qui s'intéresse tous les 6 mois à un territoire en particulier. Le premier numéro était sur le pays malouin, sur Saint-Malo. Saint-Malo. On s'intéresse à la fois au sujet touristique, économique, politique, c'est de l'investigation, c'est des portraits. Là, on sort un 2e numéro qui est sur le Vercors, donc qui sera disponible en précommande et en librairie au mois d'octobre. Et on va notamment développer tout un système en fait d'abonnement des cafés, comme les cafés suspendus en Italie. C'est se dire que en Italie, quand on a les moyens de payer un 2e café, qu'on veut offrir à quelqu'un qui n'en a pas les moyens. En fait, nous on aimerait faire la même chose pour les médias, pour les revues, parce que très souvent c'est aussi des types de contenus comme l'évolution vers l'abonnement. Tout le monde peut pas se payer un abonnement, tout le monde peut pas se payer une revue qui coûte 15 €, 20 €, 30 €. Donc avec Pays, on va offrir cette possibilité. Si vous avez la possibilité vous et vous aimez Pays, vous êtes intéressé par la question des territoires, moi par exemple je peux payer 2 pays et pas juste un, et donc je pourrais laisser la possibilité à Pays de donner à une collectivité, à des gens sur place. C'est vous qui déciderez à qui vous les. Ouais, la question ça va être justement on va pas juste l'offrir, parce que sinon c'est offrir à son ami ou offrir à son voisin. Donc non, il y aura un engagement là-dessus pour l'offrir à des associations, à des bibliothèques, à des écoles, à des personnes en fait on a un vrai ancrage local à chaque numéro, donc de pouvoir en fait tout simplement le partager. Je vous invite à aller voir pays-revue.com. Écoute, et je mettrai le lien. Bonne chance pour ce numéro 2 de Pays. Merci Marine pour ton temps. C'est tout pour cette revue de presse de la rentrée. Merci François. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt.